Bonjour. Alors, comme d'habitude, je prends mes pense-bêtes, c'est des gros pense-bêtes pour essayer de rien oublier. Je suis très content de vous retrouver tous les mois, je me rappelle, mais bon, ça fait la 23e séance. Et surtout, il y a des nouveaux visages et il y a des gens que j'aime beaucoup. Je n'ai pas vu depuis des années, parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a à peu près 30 ans. En fait, toute cette séance, ça va être autour du temps, de la famille et de l'amour et du cinéma. Mais il y a plus de 30 ans, je travaillais dans cette salle et en fait, mes anciens patrons me font l'honneur d'être là à cette séance et de découvrir le Ciné-Club Carolino. Je suis hyper touché. Il se trouve que j'ai aussi été assistant réalisateur et accessoiriste et qu'il y a dans cette salle une réalisatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Angèle. Et Hélène Angèle, en fait, elle a eu le Léopard d'Or à Locarno. Il y a un certain Marco Bellocchio qui avait eu aussi un grand prix à Locarno avec les poings dans les poches il y a plusieurs années. Donc voilà, il y a plein de boucles qui se bouclent. Et je suis hyper fébrile et touché par vos présences à tous. C'est aussi que je ne connais pas. Qui vient pour la première fois? Eh bien, vous allez revenir. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je suis en plus ému parce que cette séance, pour moi, elle est particulière parce que Bellocchio, c'est un monstre. C'est un immense réalisateur. Je ne me sens pas du tout à la hauteur de présenter ce film, cette séance. Ce film, c'est pareil, je pense que vous allez d'abord devoir l'encaisser, on va en parler un petit peu après. On va en parler avec une invitée qui est venue à moi un peu par hasard, qui s'appelle Olivia Mokiejewski. Son nom, le début de son nom vous dira quelque chose, encore une autre histoire de famille. C'est la fille de Jean-Pierre Mocky, entre autres. C'est elle qui s'occupe de toute sa succession. Voilà, si vous aimez Jean-Pierre Mocky, tout ce qui a été restauré, édité, c'est elle qui s'en occupe maintenant avec aussi une société en salle qui est les Acacias. Et c'est justement les Acacias qui m'en ont parlé parce qu'Olivia avait réalisé un documentaire très beau pour Arte autour du Traître. Le Traître, c'est le film précédent de Marco Bellocchio. J'ai décidé de faire cette séance-là au mois de novembre dans la foulée de la sortie de l'enlèvement. J'espère que vous avez tous découvert l'enlèvement. Si vous ne l'avez pas vu, je vais pouvoir faire gagner 4 places, 2 fois 2 places tout à l'heure, grâce à la société Advitam. Advitam, c'est le distributeur de l'enlèvement du film que vous découvrez aujourd'hui, le tout premier film de Bellocchio et le dernier film de Bellocchio, et Les poings dans les poches. Et je les remercie. Sans eux, voilà, on ne peut pas faire ces séances-là. Et c'est vrai que faire des séances autour de la carrière de Morricone, c'est trouver du matériel, des copies, un distributeur qui détient ces copies-là. Et comme je le dis toujours, je commence par la fin. Le prochain rendez-vous, on avait ouvert le Ciné-Club en septembre 2021 avec Les Incorruptibles, et un film de Brian De Palma. Et j'aurai comme invité pour le mois de décembre, à vos tablettes, notez bien, le 17 décembre, on va faire un autre Ciné-Club. Il y a eu 3 collaborations entre Morricone et De Palma. La plus célèbre, c'est Les Incorruptibles. Il y en a une autre que vous êtes peut-être en tête, et on passait juste avant là, dans la salle la musique de Mission to Mars. Je vais avoir comme invité pour le prochain Ciné-Club le 17 décembre, Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, 2 éminents et grands critiques de cinéma qui avaient fait ce très beau livre, qui seront à mes côtés, qui vont beaucoup m'épauler, et on parlera d'Outrage, Casualties of War et Brian De Palma. Voilà un film que vous avez peut-être vu à l'époque. Je reviens à mon Bellocchio du jour, et juste aussi, si vous voulez en savoir plus, il y a une revue qui a fait un très beau dossier dans son numéro de décembre qui est positif. Et ce que je peux vous dire pour juste un petit peu en introduction autour de ce film-là, on est au tout début de la carrière, j'ai envie de dire, de Bellocchio, c'est son premier film, et de Morricone. Morricone, pour vous, il résonne depuis toujours, mais pour le monde entier, il résonne surtout pour une poignée de dollars. Et ce film-là, il est réalisé, et la musique, elle est écrite, c'est les mêmes années. Bellocchio commence avec Les poings dans les poches. Morricone, on l'identifie surtout avec pour une poignée de dollars, mais dans les mêmes mois sortent un premier film aussi de Bertolucci qui est Prima della Rivoluzione, Les poings dans les poches. L'année dernière, pile au mois de novembre, on avait fait un autre très grand film, éminemment italien et politique, qui est La bataille d'Alger. Tout ça, c'est les mêmes mois de création pour Morricone. Et vous allez voir que là, on est dans une BO très particulière, mais dans des thématiques ou des sonorités qu'on a beaucoup vues après par la suite, dans des films plutôt de genre, des thrillers ou des giallo. Vous allez voir, il y a un petit thème qui revient, qui est une comptine enfantine, qui a un gimmick dans le film, qui va vous rester en tête. Ce film ne va pas vous laisser indifférent. Je vous remercie vraiment d'être là. Et puis c'est marrant parce que Morricone est né un 10 novembre, donc c'était son anniversaire il y a 2 jours.
Et Bellocchio est né le 9 novembre, il est toujours en activité. Et je vous invite vraiment à vous pencher sur son œuvre. J'avais rapporté ici quelques DVD de ses dernières productions, dont Le Traître, dont aussi Fête de vos rêves. J'espère que vous irez vraiment voir en salle L'Enlèvement. Et juste avant, je vous propose de découvrir un autre film qui est sorti le 1er novembre de Bellocchio, qui est un documentaire, qui est vraiment très très éclairant sur sa vie, son œuvre, et aussi sur les points dans les poches, qui s'appelle Marx peut attendre. Et dans Marx peut attendre, dans ce documentaire-là, Bellocchio, il y a quelques années, à l'occasion d'un repas de famille, c'est une famille, quand je dis tout parle de la famille, vous allez voir, parce que ce film, Les points dans les poches, c'est l'histoire d'une famille, d'un personnage central, d'un fils au milieu de ses frères et sœurs et de sa mère. Et Bellocchio, c'est ça aussi, tout son cinéma, c'est comment il mêle à la fois l'intime et le politique, comment le cinéma et l'Italie se mêlent tout le temps. Et dans Marx peut attendre, au détour d'un repas de famille, il se dit, je vais vous filmer, parce qu'en fait, on est tous en train de vieillir. Il y en a qui seront peut-être plus là dans peu de temps. Et en fait, ils en viennent à se pencher sur un personnage qui n'est plus là, qui, je pense, est fondamental et important dans l'œuvre et dans la carrière et la vie de Bellocchio. C'est son frère jumeau, Camillo, qui est mort, qui s'est suicidé à la fin des années 60. Et vous allez voir qu'en fait, cette histoire de famille qui est développée plus en détail dans ce documentaire très très personnel et intime, je pense que Bellocchio, dans beaucoup de ses films, il a beaucoup raconté non seulement l'Italie, mais de choses aussi très personnelles et très intimes. Moi, il y en a vraiment dans la salle. Je sais qu'il y a des gens qui sont avec leurs enfants aussi. Voilà. En sortant du film, j'espère que vous ne vous disputerez pas. Tout ira bien. Mais vous allez voir, ce film est bouleversant. Et encore merci d'être là. À tout à l'heure avec Olivia pour en parler un petit peu. Et surtout de parler, parce que comme elle avait croisé Bellocchio au moment du film Le Traître, je pense que c'est intéressant d'avoir ce sentiment aussi sur ce personnage. Merci beaucoup. Je laisse ceux qui veulent partir. Et je vais accueillir Olivia Mokichevski à mes côtés pour parler un petit peu de Marc Bellocchio. Elle nous a rejoint pour le film, elle n'a pas revu le film. Juste, parce que je suis content qu'elle soit à mes côtés parce que moi, Bellocchio, c'est un réalisateur que j'aurais apprécié redécouvrir à l'aune de ses derniers films. Et comme beaucoup de gens autour du Traître, je vous invite vraiment, et puis alors j'ai des places à faire gagner pour ceux qui n'ont pas vu L'Enlèvement, allez voir L'Enlèvement, et Marx peut attendre, parce que juste avant les points dans les poches, je sais pas si la bande-annonce, je ne sais pas si tu avais vu le documentaire de Bellocchio, mais une fois de plus, j'ai aucun intéressement dans ces films-là, mais si vous avez aimé celui-là, et moi je suis content parce que ce ciné-club sert à ça. Je me rappelle, il y a une trentaine d'années, quand je travaillais ici, on avait de temps en temps un site qui s'appelait Le Maxador et sa cinémathèque. Et l'idée, c'était vraiment de revoir plein de films qu'on n'a pas forcément vus en salle. Et là, je pense que le voir ici, dans cette copie-là, enfin voilà, ça secoue un petit peu. C'est un film, on est moins de Mon nom et personne qu'on a fait en septembre, aussi à la Floride en octobre. Mais c'est toute la diversité du cinéma et la carrière de Morricone. Évidemment, ce que vous entendez à la toute fin, c'est pas du Morricone, c'est du Verdi. C'est aussi pour rebondir sur l'actualité brûlante de Bellocchio, qui a été un réalisateur à la fois de l'intime, de la famille, mais aussi de choses très opératiques. Le Traître, c'est aussi ça. L'Enlèvement, c'est aussi ça. L'histoire très intime d'un petit garçon qui est enlevé par qui ? Par le pape. La religion est toujours très proche, je pense, au cinéma, comme la famille, comme le dysfonctionnement, comme l'idée de survie ou de trahison. Le Traître, c'est que ça, mais c'est une famille aussi. On va évoquer un petit peu tout ça et c'est marrant, en revoyant le film et les conducteurs, je vous disais, vous allez voir, la musique est très particulière, c'est une comptine et c'est un gimmick ou un truc qu'il a eu beaucoup utilisé dans ses films de genre, les thrillers, les giallo, où on suit un tueur et en fait on se rend compte que ça colle déjà dans ses toutes premières productions-compositions de Morricone à ce personnage-là qui, à sa façon évidemment, est un tueur. Je ne sais pas par où commencer maintenant, ça va être compliqué, mais en fait, ce qui m'a intéressé, moi j'ai découvert dans ce documentaire que tu as fait autour, qui est dans une collection, c'était Rareté a initié une série documentaire qui s'appelle L'unité d'une fois, c'est toujours autour d'un film, mais aussi plus profondément autour
d'une histoire, d'une société ou d'une période. Et moi, ce qui m'intéressait, parce que j'aurais adoré que Marco Bellocchio soit là, il parle très bien français, et on l'a vu un petit peu faire des interviews ou des rencontres là, autour de la sortie. Mais enfin, voilà, quels avaient été tes rapports et comment il s'était prêté au jeu de se confier un petit peu dans ce film qui est très loin de lui, le traître. Mais et voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. En fait, ce que vous voyez, c'est très intéressant. En fait, son premier film, il a 26 ans quand il fait ce film. Avant d'être réalisateur, il a été acteur, et puis il voulait être peintre aussi. Il a une histoire familiale très particulière. Bellocchio, c'est le dernier d'une famille de 8 enfants. Il a un frère jumeau qui se suicide quand il a 29 ans, donc 3 ans après avoir fait les plombs dans les poches. Et donc ça va hanter en fait toute sa carrière, toute sa filmographie, cette histoire de famille qui est toujours très présente dans ses films. Pour le traître, bon, il y a eu le Diable au corps, en fait, Marco Bellocchio, c'est pas un réalisateur commercial, donc c'est l'un des plus grands réalisateurs contemporains italiens, mais qui finalement est très peu connu du grand public. Il a fait près de 30 films, et il est connu par quelques scandales, notamment donc, le Diable au corps. Moi, c'est vrai que j'ai 54 ans, mais quand il rentre un peu dans ma vie cinéphile, c'est à ce moment-là, et puis c'est un moment où peut-être il ressurgit. Oui, il a à la fois un cinéma qui est très... Il adore les drames intimes, les drames familiaux, c'est ce qu'on voit. Et en fait, beaucoup de critiques ont dit qu'à chaque fois, la famille, pour lui, était la métaphore de la société italienne. Donc il retrace et il s'attaque en fait à tous les tabous, tout le socle de la société italienne. Donc il va beaucoup parler des brigades rouges, du communisme, de l'Église, qui va dézinguer vraiment très souvent. Et puis, en effet, là, ce qu'on voit dans Les Plombs dans les poches, c'est qu'il s'attaque à ce moment-là, ce film fait l'effet d'une bombe quand il sort en Italie, puisqu'en fait, il s'attaque à deux piliers de la société italienne qui sont quelque part la religion, la morale et la mama. De tuer la mère dans ce film-là, c'est tout un symbole. Et ce film, on dira plus tard qu'il a annoncé en fait mai 68, puisque c'est la colère d'une jeunesse, on commence à voir la révolte de la jeunesse contre une certaine bourgeoisie, contre un dogme familial, et c'est contre tout ça qui s'insurge. Et donc, on se dit à ce moment-là, les critiques, évidemment, alors ça choque en Italie, mais les critiques décèlent tout de suite le grand réalisateur qui va devenir, et se disent surtout que c'est la réponse à la nouvelle vague. Avec Bertolucci, Bellocchio représentent tous les deux le renouveau du cinéma italien. Aussi au réalisme qui avait vraiment infusé depuis... Voilà, et ce réalisme, on voit comment il filme différemment, c'est très proche, on rentre au sein de cette famille qui est extrêmement morbide, triste. Il filme d'ailleurs, tout est filmé dans sa maison d'enfance. La maison de sa mère. Ouais. Voilà, la maison de sa mère. Donc il nous fait rentrer dans cette famille-là. Lui-même avait un frère qui était malade et qui avait une maladie mentale. Et donc entre le suicide de son frère jumeau plus cet autre frère qui lui avait des... Voilà, on est sur les tares congénitales qu'il expose très bien dans ce film-là. Et alors, autre sujet aussi, c'est qu'il aborde l'inceste. Alors, vraiment, dans la société italienne, parler de l'inceste. Là-dedans, d'ailleurs, cette version-là, il y a un plan qui est coupé par rapport à une version, en tout cas, que moi j'avais vue. C'est qu'à la fin, quand il noie son petit frère Léon et qu'il remonte voir Giulia, il lui fait un petit geste comme ça sur l'épaule et on les retrouve, à nouveau, il y a le chat qui rentre et on les retrouve allongés par terre. Il manque un plan qui a été remis plus tard, en tout cas qui n'est pas dans toutes les versions, où en fait il se penche sur elle et il l'embrasse. Donc il embrasse Giulia. Et là, il n'y a pas ce plan-là. C'est vraiment, il manque un seul plan qui explique et qui montre vraiment l'inceste. Il avait peur d'ailleurs de la censure à ce moment-là. Il avait retiré ce plan qui a été rajouté dans d'autres versions. Donc tout ça pour dire, j'ai perdu le fil de ce que non, vous parlez du traître et de la famille. Oui, et donc la famille, son importance, et la famille, en fait, dans le traître, quand il raconte, donc le traître raconte, donc fait partie de ces films un peu plus commerciaux. Moi qui me surprend quand je le découvre à Cannes, je crois que c'est le dernier film que je vois cette année-là, j'ai failli pas les voir. Parce que d'un seul coup, c'est pas un film de Bellocchio, mais en fait, si tout le temps. Et là, en effet, il a beaucoup plu, il a eu un grand succès, et on se dit, moi je lui avais posé la question, parce que je l'ai rencontré à l'occasion de ce film,
je lui ai dit, mais vous êtes attaqué en fait à tous les sujets italiens, donc la politique, encore une fois les brigades rouges, la religion, l'inceste, même l'euthanasie. Il a fait aussi un film sur la montée au pouvoir de Mussolini. Enfin, il s'est vraiment attaqué à tout, sauf à la mafia. Et je lui ai dit, mais à 82 ans, vous attendez d'avoir 82 ans pour parler de la mafia en Italie. Et en fait, la mafia ne l'intéressait pas, c'est pas ça qui l'intéressait, c'était la trahison et c'était la famille, encore une fois. C'est que Tommaso Buscetta, donc le traître, raconte l'histoire du premier repenti de la mafia italienne, donc, qui a fait tomber Cosa Nostra et qui était un des grands chefs, un des grands parrains de la mafia italienne, qui décide de parler au juge Falcone. Et donc ce qui l'intéressait en fait dans cette histoire, qui est une histoire vraie, c'était justement ce lien avec la famille. On trahit sa famille et lui considère qu'il a trahi sa famille parce qu'il était né dans une famille très catholique, avec une mère très catholique. Il a fait toutes les écoles religieuses possibles et inimaginables, et à un moment donné il a arrêté d'aller à l'église et il dit j'ai trahi l'église catholique, j'ai trahi ma famille. C'est déclaré en Bellocchio. Pardon? Bellocchio. Oui. Ah oui, il a été complètement athée, et puis en plus après il est devenu militant d'extrême gauche, donc voilà, pour lui c'était la trahison de cette famille, de cette bourgeoisie. Son père était avocat, sa mère enseignante, donc c'est vraiment cette révolte-là, et lui dit j'ai trahi tout ça pour avoir une version meilleure de moi-même. Et donc c'est ce qui l'a intéressé dans le traître, c'est que lui-même se considérait non pas comme un parrain de la mafia, mais comme un traître, et pour obtenir son salut en fait, et ce qui est un peu le cas de Tommaso Buscetta, un traître qui trahit sa famille mafieuse, et pour espérer un avenir meilleur. Voilà. Et pour rebondir, alors si vous aimez Bellocchio, et si vous l'avez souvent entendu et vous connaissez sa voix, c'est lui qui prête sa voix au prêtre au moment de l'enterrement, enfin de la cérémonie familiale pour sa maman. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir Marc Spotatan parce que c'est très éclairant sur toute son œuvre. C'est un documentaire, il filme une réunion de famille, de sa propre famille. Ses deux frères, deux sœurs. Il y a un moment où aussi est évoqué très largement, pendant 10 minutes à peu près, les poings dans les poches. Et il y a une de ses sœurs qui lit une lettre de sa mère qui vient de découvrir le film Les poings dans les poches et qui donc... c'est très déstabilisant, il ne faut pas oublier que c'est un premier film, qu'il est très jeune, et que j'imagine que pour toute sa famille ou ses frères et sœurs qui découvrent, il les a invités en plus, ils découvrent tous le film dans la ville où a été tourné le film, c'est assez déstabilisant de se dire, parce qu'il y a beaucoup de lui évidemment, je pense qu'ils tirent les flèches, et entre toutes les similitudes avec tous les personnages, vous verrez aussi si vous découvrez le film qu'il y a une de ses sœurs qui est sourde-muette, donc un handicap aussi, donc on peut tirer plein de fils entre ces films et ce qui se rapproche de lui de très proche, et des fois des sujets qui sont très très éloignés parce que c'est l'Italie, c'est la société italienne, c'est en effet Mussolini, c'est les Brigades Rouges, c'est Aldo Moro, ou c'est le traître et la mafia, mais au fond, je pense que comme tous ces grands auteurs italiens, il raconte sa vie. C'est des cailloux autobiographiques, parfois c'est même des rochers carrément autobiographiques dans ses films. Et c'est vrai qu'en plus il est passionné par la psychanalyse suite au suicide de son frère qu'il a évoqué dans Le saut dans le vide aussi. Et en fait, suite au suicide de son frère, il a même collaboré à partir des années 80 sur 3 films avec un psychiatre. Donc il est complètement fascinant. Il raconte l'histoire psychologique de la société italienne à travers l'histoire psychologique de sa famille. Donc il y a plein de fois des parallèles entre évidemment sa famille, la société italienne et tous ces sujets qui le touchent lui profondément, puisque pour lui la cellule familiale est quelque chose d'étouffant, et dénonce la société italienne comme quelque chose d'étouffant aussi, avec un système qui ne rend pas les gens heureux, et c'est exactement la même chose. Et ce qui est intéressant dans ce film aussi, dans Les poings dans les poches, c'est que finalement c'est le petit frère Léon qu'on n'entend absolument pas, qui a un rôle de figurant. En fait, il a le rôle que sa famille lui donne, donc voilà, il est différent, on l'ignore complètement, mais il donne parfois, quand il parle, rarement, il a une ou deux phrases, il dit notamment cette famille étouffe, en fait. Et c'est vraiment tout le propos de ce film, c'est comment... C'est le plus fou qui dit... Voilà, qui dit la nuit, voilà, c'est quelque chose qu'on trouve dans certains autres films aussi, où finalement
sont les personnages comme ça, ignorés, qui disent la vérité. Et du coup, c'est vrai que ce drame, encore une fois, de pousser sa mère dans le vide, ça a été, encore une fois, cette mère qui est aveugle a été à nouveau une métaphore de la société italienne aveugle sur ce qui était en train de se passer. Et lui a pas arrêté de dire qu'il pressentait mai 68 très fortement. Et c'est ce qu'il a voulu montrer dans ce film, lui-même étant très jeune à l'époque. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions. Et après, j'ai retrouvé sur une phrase de Bellocchio autour de Morricone que je vais vous retrouver. Et juste en enlèvement, c'est encore la famille. C'est encore cette histoire, on enlève un enfant juif à sa famille, on arrache un enfant juif à sa famille pour en faire un catholique. Alors oui, Bellocchio à propos de Morricone disait que Morricone a d'ailleurs vu le film entièrement muet, mais il a été enthousiaste et a accepté de composer la musique. J'en étais heureux et en même temps un peu méfiant parce qu'il a... Excusez-moi, c'est parti. Il avait déjà beaucoup de succès et que j'avais un peu peur de me confronter à lui. Mais non, Ennio a été toujours avec moi, parfaitement respectueux. Sa musique puissante libère le film de sa topographie provinciale. Ils ont collaboré alors, sur le film d'après, qui veut tout dire aussi dans cette période très politique et engagée, qui s'appelle La Chine est proche, pardon. Voilà. Qui est l'histoire, voilà, c'est une histoire de famille, et c'est l'histoire d'une campagne électorale, et c'est un conte d'une petite ville provinciale, donc qui est assez aisée, qui veut se présenter aux élections à la tête de la liste socialiste, et son fils va tout faire pour l'opposer à ça. Et c'est vrai que ce que raconte très bien aussi le commentaire Marx de Tatton, c'est que toute l'Italie, depuis l'après-guerre, est justement traversée entre plusieurs choix, entre l'Église, le communisme, la République, la monarchie après-guerre. Et je pense que tout son cinéma parle de ça, de la société. Oui, en fait, c'est quand même une carrière assez longue, puisqu'il a aujourd'hui 80 ans. Le film a 60 ans. Voilà, donc il retrace à travers son œuvre l'histoire de la société italienne, encore une fois, avec tous les thèmes et tous les vices, en tout cas, de la société qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir, qui reste une démocratie, mais qui est tellement menacée, qui a été tellement menacée par tant de choses. Voilà, donc c'est très présent. Donc c'est une œuvre en effet très engagée. Il y a des films qui sont plus difficiles d'accès. Celui-là, c'est pas non plus le film le plus drôle de l'année. Hein. Je me suis posé la question. Moi, j'ai remplacé le moment, mais j'avais envie de. Depuis qu'on a lancé le ciné-club, vous savez qu'on le ferait un moment à un autre, et je me suis dit qu'il faut le faire ce mois-ci avec cette activité. Novembre, oui, ouais. Non, mais avec l'activité. Non, mais c'est vrai que c'est pas le. Mais c'est toujours très profond. Et en fait, parfois, ce sont des scènes très, très longues, comme ça, mais pas toujours. Et encore une fois, il y a des films qui sont. Il y a tellement de films à découvrir de Bellocchio que c'est. Enfin voilà, je ne sais pas si ce film-là vous donnerait envie de voir plein de films de Bellocchio, mais en tout cas, ça montre la profondeur, encore une fois, d'un réalisateur si jeune à l'époque. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est par exemple son côté peintre, parce qu'il dessinait très bien, il faisait des tableaux toujours un peu noirs quand même, alors que dans la vie, c'est quelqu'un de très joyeux, très drôle, qui a beaucoup d'humour. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans sa vie privée, c'est que ses 14 derniers films ont été montés par sa femme, qui est sa monteuse en fait. Donc il a une petite fille avec sa monteuse, et il rigole beaucoup, il y a beaucoup de complicité. C'est très joyeux, les moments de montage sont très joyeux. Donc c'est pas du tout quelqu'un d'austère, plombant. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est très humble, peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu les gens ne se retournent pas dans la rue en disant c'est Marco Bellocchio, en tout cas en France. Donc c'est quelqu'un qui reste assez humble malgré son œuvre impressionnante. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez joyeux dans tout ça. Et la manière dont il travaille, notamment, comme il est peintre et qu'il était peintre et qu'il dessine extrêmement bien, il fait des storyboards avant ses films. Donc il n'aime pas écrire en fait. Pour lui, écrire c'est quelque chose de très laborieux et il préfère dessiner. Donc il a les images en tête de toutes ces scènes qu'il dessine et ensuite il met les mots, il écrit, il fait les dialogues. Mais d'abord il pense en images. Et ça, c'est une démarche assez intéressante pour un réalisateur et pas forcément très. Dans Marx Tatton, on le voit téléphoner comme ça. Il dessine très bien d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est super beau. Et il y a une personne dont on n'a pas parlé depuis le début, évidemment, qui est fondamentale parce qu'on est là pour Morricone et Bellocchio. Mais évidemment, c'est le comédien Lou Castel. Oui. Premier film pour Bellocchio et premier film aussi pour Lou Castel, qui vit en France, qui à cette heure-là, je crois, est dans un autre ciné-club pas très loin au Luxor, qui fréquente beaucoup. Et c'est marrant, je l'ai croisé par hasard
il y a 2 semaines au sort, et en fait j'étais tétanisé, je n'ai pas osé lui dire, mais j'ai aussi à le tenir au courant que cette séance avait lieu. Et c'est pareil, il a un parcours hallucinant, et ils sont presque frères du cinéma tous les deux, parce que c'est marrant, Bellocchio, pendant longtemps, donc lui a eu une vraie formation aux Beaux-Arts, est venu vers le cinéma en étant comédien d'abord, et il le raconte aussi dans Max Totaton, il dit qu'il aurait pu être un comédien acteur comme Nanni Moretti, mais qu'en fait il n'était pas doué du tout pour ça. Et ce qui est marrant, c'est que Lou Castel, lui, est venu vers le cinéma en faisant des études pour être réalisateur, et en fait est devenu plutôt comédien. Et en fait, il a été choisi sur casting, et Bellocchio se posait vraiment la question de si c'était vraiment un personnage, il avait fait des essais, et le premier jour de tournage, il raconte cette anecdote-là, il avait toujours des doutes, parce que c'était vraiment Lou Castel qui devait faire ce rôle-là, et ils ont lancé une prise, et puis la caméra a fait un bruit, et l'opérateur avait oublié de déclencher la caméra, et Lou Castel a eu un rire très, très, très bizarre, et il s'est dit, ça y est, je tiens mon personnage, c'est ça, c'est cette folie-là qui correspond au personnage. Et après, c'est vrai que, alors lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui était très, 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 très engagé politiquement, Lou Castel, qui a même un moment, alors il a un parcours aussi particulier parce qu'il est d'origine suédoise, il est à Bogota, d'une mère suédoise, d'un père suédois, je crois, d'une mère irlandaise, enfin, il a été vraiment brinque-ballé à travers le monde, et maintenant il vit en France, il a travaillé aussi avec plein de jeunes réalisateurs français, que ce soit Bonello, Beauvois, vous avez pu le voir aussi peut-être dans la naissance de l'amour de Philippe Garrel, et il n'a pas changé, c'est le même, mais ce même visage, il est impressionnant. Et il porte le film sans lui, et je pense que le film est vraiment... Non, puis c'est assez étonnant, parce qu'en plus, c'est quand même, il joue en épileptique, et Bellocchio se sert de cette maladie pour justifier en fait tout un peu ses crimes, mais il n'est pas schizophrène, il est épileptique, donc c'est assez étonnant. Enfin, on voit bien que c'était un prétexte pour... Il ne pouvait pas... Il fallait que son personnage, son héros meurtrier, ait un problème, et ne soit pas, entre guillemets, complètement normal pour pouvoir commettre tous ces crimes. C'était trop violent à voir, en fait. Alors qu'il aurait pu très bien avoir un héros sans aucune maladie qui pouvait devenir criminel. Sauf si vous avez des questions, on va se quitter là parce qu'il y a une séance qui commence bientôt pour le film de Martin Scorsese, et en ce moment il y a aussi une rétrospective Ridley Scott pour ceux que ça intéresse. Je te remercie, Lydia, d'être venue. Et alors surtout, je ne sais pas si tu aurais récupéré il était une fois le traître était passé sur Arte en deuxième partie de soirée avec le traître qui a été diffusé. C'était fabuleux, enfin moi j'ai appris plein de choses, mais déjà, penchez-vous sur ce film-là, si vous avez envie de l'acheter, là j'ai un ou deux Blu-ray, DVD que m'a laissé l'éditeur ad vitam. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à aller voir des films de Bellocchio, on peut en trouver plein facilement chez JB ou en occasion, et j'espère que ça vous aura donné envie. C'était dimanche 17 décembre, pour cette fois-ci, Brian De Palma, un film aussi pas facile dimanche matin, Outrage, Casualties of War, avec Sean Penn et Michael J. Fox. Merci beaucoup.